Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro un petit peu spécial, puisqu'on va pas se limiter à parler de comics, mais on va parler de bande dessinée de façon plus générale. Vous n'êtes pas sans savoir que, d'ailleurs on le mentionnait dans un dernier front page, que le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a révélé sa sélection 2020, et justement aujourd'hui on est avec Xavier Gilbert qui fait partie du comité de sélection, et donc on va pouvoir aborder comment ça fonctionne un petit peu dans les coulisses cette sélection, et puis de reparler de façon beaucoup plus générale un petit peu de la bande dessinée en 2020. Xavier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de commencer, puisque c'est la première fois que tu viens sur First Print, il faudrait un petit peu que tu nous présentes simplement qui tu es à nos auditeurs et à nos auditrices. Bien, je suis, on va dire, critique de bande dessinée. Je m'occupe d'un webzine qui s'appelle Du Neuf, dont je suis le rédacteur en chef par défaut. Je dis par défaut parce que c'est pas moi qui ai créé le webzine. Le webzine existe avant. En fait, c'était au début un fanzine qui existait entre 94 et 95 sur version papier, qui est devenu un webzine en 96. Et j'en suis donc le rédacteur en chef par défaut depuis 2004 ou 2005, donc depuis une quinzaine d'années. Alors le site n'est pas super actif en ce moment, mais il y a eu des moments de grosse activité. C'est un site qui, dès le départ, était plutôt tourné vers la production alternative, mais pas que. Disons, l'idée, c'était de proposer un regard différent sur la bande dessinée. Le sous-titre, c'est l'autre bande dessinée, mais c'est peut-être aussi l'autre regard sur la bande dessinée, sur lequel ça passe soit par des dossiers, par des humeurs, qui sont aussi nos éditos, voilà, avec la volonté d'apporter une certaine réflexion autour de la bande dessinée, d'où qu'elle vienne. Justement, avant même de parler d'Angoulême, je voulais un petit peu parler du Neuf et justement de cette tagline, un peu de l'autre bande dessinée. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu cette volonté d'avoir cette autre quelque part? Est-ce que quelque part derrière il y a une forme de reproche à la vision plus générale, plus mainstream de ce qu'on a sur la bande dessinée en France? Alors l'autre bande dessinée, le terme est historique. Faut vraiment remonter à la création du fanzine. C'était donc 94. C'est le moment où explose en France la scène des alternatifs. C'est-à-dire l'association vient d'être créée 2 ans auparavant. Même chose avec Cornelius, les requins marteaux, Six pieds sous terre. Toute cette mouvance-là apparaît. Et c'est une bande dessinée dont on parle très peu dans les médias, même les médias spécialisés. Et donc il y avait cette envie à l'époque, moi j'y étais pas encore, je faisais pas partie du collectif à ce moment-là, de parler justement de cette bande dessinée qui n'existait pas sur un webzine. C'est un truc tout petit à l'époque. Et voilà, de parler des découvertes. On était des lecteurs standards, des lecteurs lambda, et on avait envie de partager nos découvertes, que ce soit les découvertes de l'alternatif franco-belge, voilà, si tant est que le terme est adapté, mais aussi des découvertes qu'on pouvait faire, soit dans la découverte de l'alternatif américain, anglo-saxon, et aussi de l'alternatif japonais, puisqu'il y avait des choses qui apparaissaient là-dedans. Donc, parmi les premiers articles, il y a des choses sur Love and Rockets, sur Amer Béton, voilà, sur l'association, l'ascension du haut mal, des choses comme ça, les premiers Trondheim, donc on était beaucoup là-dessus. Et après, c'est devenu plus cette question d'avoir un autre regard, c'est-à-dire d'avoir d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de se donner le temps de faire des entretiens qui allaient en profondeur, d'avoir des dossiers qui allaient un petit peu plus loin parfois que juste quelques avis, et d'essayer de creuser un petit peu plus. Voilà, avec l'avantage que, comme on était sur le web, on n'a pas de limite de place. Donc, si on veut publier l'intégralité d'une thèse, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. On a des articles parfois qui sont très très longs. Et ça, c'est l'avantage avec depuis le début, la volonté d'être de toute façon un site qui est sans pub, mais qui est aussi entièrement bénévole. Voilà, quand il y a des gens qui nous écrivent pour participer, la première chose que je fais, c'est je les préviens. Alors j'ai la petite phrase qui dit que Du Neuf est un peu comme le crime, il ne paie pas. Et que voilà, donc ce qui est assez amusant, c'est que la seule chose que paye Du Neuf à l'année, c'est le nom de domaine, puisque même l'hébergement est fait par des amis qui nous hébergent parce que voilà, parce qu'ils estiment que ils ont envie que le site continue d'exister. Donc c'est vraiment une initiative qui est entièrement bénévole et qui
dans lequel coûte rien. On a toujours eu aussi, du moins moi j'ai toujours eu l'approche de refuser les services de presse parce que on trouvait que c'était un aspect logique d'aller soi-même vers les livres. Ça fait partie de la démarche et c'était important. Puis en plus, bon, avec un discours un petit peu militant aussi derrière vis-à-vis des petits éditeurs, c'est un peu difficile de dire d'un côté, c'est important de soutenir les petits éditeurs et de connaître l'économie dans laquelle ils évoluent, et de l'autre côté, dire envoyez-nous des bouquins gratuitement. Il y avait une sorte de... Là, il y a une forme de contradiction que moi, je voulais pas avoir, donc oui, j'ai acheté mes livres. Alors c'est un petit peu marrant, enfin, je me permets de rebondir là-dessus, puisque tu peux quand même supposer que même si un éditeur t'envoie un bouquin, parce que tout le monde ne reçoit pas justement ces services de presse en ta qualité de critique, de journaliste ou d'analyste, c'est de se dire que si tu arrives à la faire découvrir après, c'est pas 100 personnes, 1000 personnes, et que tu as une conversion là-dessus, que quelque part c'est pas un service rendu non plus, mais que l'éditeur peut s'y retrouver, qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'absolument contradictoire. Alors, j'entends ce discours, il a sa validité. Après, je dirais la difficulté qu'on a, c'est d'une part, comme on est une initiative bénévole sur du neuf, c'est quelque chose qui est fait sur le temps de loisir. Donc c'est pas un travail, c'est pas. Et moi, par expérience, les rares fois où on m'a donné des livres, parce que j'ai été en contact avec des éditeurs qui m'ont dit tiens, viens, on va te donner des livres. Oui, sur le coup, c'est sympa. On se dit tiens, on reprend avec des livres. Et en fait, je me suis rendu compte que comme c'était des livres vers lesquels je serais pas allé naturellement, ils sont retrouvés quelque part dans la pile de lecture, à prendre la poussière, et 2 ans plus tard, je les avais toujours pas ouverts. Et en fait, c'est plus par rapport à ça, c'est se dire, voilà, si j'ai besoin de cette indépendance, de me rassurer que voilà, j'ai des comptes à rendre à personne par rapport à ça. Ouais, effectivement, ouais. Voilà. Quand je vais écrire sur un livre, je vais avoir aussi tout le parcours du lecteur normal qui va aller dans la librairie, le prendre, en attendre quelque chose, en être peut-être déçu ou en être surpris. Mais en ayant fait cette démarche. Et pour moi, je trouve que ça fait partie dans l'approche. C'est quelque chose de personnel. Hein. Je n'oblige personne. C'est moi, ma conviction. Et c'est comme ça que je pratique les choses. Voilà. Je jette absolument pas l'opprobre sur d'autres. Je sais aussi combien ça peut être difficile d'essayer de vivre de sa plume en étant journaliste. Moi, il se trouve que j'ai les moyens d'acheter les livres. Et donc, voilà, j'avais cette attitude et c'était ma ligne de conduite personnelle. Qui n'appartient à moi, et je cherche pas à faire de leçons à qui que ce soit, c'est juste comme ça que moi je trouvais ma cohérence. Pas de souci, de toute façon c'est important d'en discuter, et c'est surtout bien d'avoir ce point de vue, puisque par rapport au mien, du coup il est forcément opposé puisque on n'a pas du tout cette même approche, et justement je trouve ça intéressant d'en discuter, mais ce n'était pas le sujet de tout ce podcast. On pourra peut-être faire d'autres émissions un petit peu sur la pratique, un petit peu de la critique BD, mais du coup on voulait parler un petit peu du FIBD avec toi. J'ai envie de te poser une question tout simplement. Comment on rentre dans le comité de sélection déjà du FIBD ? Est-ce que c'est à force de lire des BD ? Est-ce que c'est à force de faire des expos ? Parce que donc, on l'a pas dit, mais tu es aussi commissaire d'exposition. Est-ce que tu peux un peu nous montrer un peu le parcours professionnel qui t'a mené là-dedans ? C'est du copitage et de volonté en fait. Non, c'est... Le FIBD, alors moi j'ai bien sûr sur du neuf on a couvert le FIBD, moi j'y vais quasiment tous les ans depuis une quinzaine d'années. Voilà, je l'ai raté 2 fois, une fois parce que j'ai un petit garçon qui est né, et puis l'autre fois j'étais au Canada, je pouvais pas, donc voilà. C'est des bonnes excuses quand même. Voilà, sont de bonnes excuses. Maintenant je suis un père indigne chaque année parce que je ne peux pas assister à l'anniversaire de mon fils, mais bon, bah oui. Voilà. On est quelques-uns comme ça. Mais non, donc je couvrais le festival. Au bout d'un moment, on commence à connaître un petit peu des gens. Et il se trouve que moi, je fréquentais aussi à Paris les librairies de Stéphane Beaujean, que Stéphane Beaujean avait à ce moment-là. Et quand il est devenu directeur du festival, directeur artistique, il y a un été où il m'appelle en me disant « Écoute, je suis en train de travailler sur une exposition Tezuka, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec moi ?» Dessus, c'est le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec lui, et il se trouve que en mars d'après, l'une des personnes qui était au comité de sélection
partait aux États-Unis et ne pouvait pas donc continuer à participer au comité de sélection. Et Stéphane m'a proposé de le rejoindre parce que pour lui, j'avais une connaissance des 3 domaines principaux. Donc, je suis lecteur de comics, je suis lecteur de bande dessinée franco-belge, je suis lecteur de manga, et que voilà, et que je suis un gros lecteur. Et c'était quelque chose qu'il voulait. Et c'est comme ça que j'ai commencé il y a 3 ans donc à rejoindre le comité. Et là, on vient de terminer notre 3e session. Ouais, puisqu'on a vu les résultats qui avaient été annoncés. Comment ça se passe alors, grosso modo, pendant sur une saison, on va dire, enfin sur une saison du FIBD, comment se passe un petit peu cette sélection? Qui choisit les œuvres qui vont... Enfin, j'imagine que tu peux pas tout lire non plus, donc il y a peut-être une première présélection qui est faite en interne, et vous dites, bon, il y a ces 50 titres confondus, on doit en retenir qu'une trentaine, vraiment, comment ça marche? Alors, la règle du jeu, c'est que est éligible à la sélection officielle ou sélection officielle du festival tous les ouvrages qui sont parus entre le 1er décembre de l'année précédente jusqu'au 30 novembre de l'année en cours, et qui sont parus en langue française et exploités commercialement. C'est important parce qu'en fait, si cette dissection est là, c'est pour permettre nos amis belges d'y participer ou nos amis canadiens de pouvoir participer. Il y a notamment Dargo Benelux qui est très content de pouvoir participer au festival. Mais si jamais on se limite juste au territoire français, brusquement, enfin, voilà. Ouais. Il y a des petites choses comme ça qui sont historiques et qui, voilà. Mais en gros, c'est tout ce qui paraît sur une période de 12 mois. Alors, c'est pas tout à fait l'année calendaire, c'est donc le décembre précédent jusqu'à novembre. Donc là, c'était du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 novembre 2020. Les délibérations pour des raisons techniques ont lieu durant le mois d'octobre parce qu'en gros, il y a la conférence de presse qui a lieu soit courant novembre, soit début décembre, que généralement, il y a un certain nombre d'éléments qui sont destinés à la presse qui doivent être réalisés. Il y a toujours une plaquette, il faut monter la plaquette, faire rédiger les petits textes, etc. Donc, il y a un petit laps de temps, ce qui fait que globalement, fin octobre, les sections sont finalisées pour ce qui est des comités. Donc, on accepte de recevoir les ouvrages jusqu'au autour du 20 octobre. Ouais, quand même, c'est-à-dire que ceux qui sont le plus tardifs, t'arrives 10 jours avant le rendu des décisions. Oui. Ok. Voilà. beaucoup de travail alors. Et globalement, donc les éditeurs peuvent envoyer. Alors, le truc qui est important aussi, c'est que ce sont les éditeurs qui proposent les livres à la sélection, même si nous, on a un travail de veille, parfois de dire aux personnes du festival, attention, il y a tel et tel éditeur qui nous ont rien envoyé, est-ce que c'est sûr qu'ils ont rien, est-ce que tu pourrais pas voir avec eux s'ils n'ont pas tel ou tel truc, parfois de dire, il y a tel ouvrage qui, de temps en temps, ça c'est intéressant, est-ce qu'ils veulent pas le proposer, les encourager. Voilà, il y a quand même un dialogue qui se fait, c'est pas juste une boîte noire sur laquelle les éditeurs envoient, il y a quelque chose qui est un dialogue avec l'organisation. Par contre, les éditeurs sont pas en contact avec nous. C'est-à-dire moi, c'est pas moi qui vais demander à un éditeur de m'envoyer un livre. Si jamais on estime qu'il y a un bouquin qui est intéressant, on en parle à la personne qui est en contact avec les éditeurs. On va voir si c'est validé ou pas, et à ce moment-là, il y a une demande qui est faite. Mais c'est voilà, de manière générale, ça fonctionne comme ça. Donc, ce sont les éditeurs qui proposent. Tous les éditeurs ne proposent pas. C'est une chose qui est important de dire. Ce qui fait que parfois, il y a des manques. Il y a des gens qui hurlent en disant « il y a tel truc, tel bouquin que j'adore qui aurait dû se retrouver dans la section, sauf que c'est un livre qui n'a jamais été soumis. Peut-être que l'éditeur, ça fait 3 ou 4 ans qu'il a décidé de boycotter le festival parce que de toute façon, il ne trouvait pas l'intérêt de proposer des choses. Et donc, voilà, certains des oublis sont volontaires de notre part. D'autres oublis sont du fait, certaines omissions sont du fait que l'œuvre n'a pas été proposée. Voilà. Et donc il y a ensuite obligation pour tous les membres du comité de sélection de lire tous les ouvrages que les éditeurs ont proposés? Alors obligation non, parce que humainement c'est impossible. Ouais. En gros, les livres sont envoyés, la composition du comité est annoncée début avril, vers avril généralement. Et donc, les éditeurs vont envoyer principalement les livres entre avril et 20 octobre. Alors, quand on est un ancien comme moi du comité, il y a certains éditeurs qui continuent, qui t'inscrivent simplement au fichier journaliste. Ouais, sur la liste. Donc, on continue de recevoir des bouquins toute l'année. Donc, il y a une partie des bouquins qu'on a déjà reçus au moment où avril arrive. Mais avril marque vraiment le début des envois. Donc, entre avril et octobre, donc en 6 mois, on reçoit entre 500 et 600 bouquins.
Voilà. Ça donne une petite idée. Et cette année, c'était une petite année puisqu'il y a eu le Covid, on a eu 500 bouquins. Les 2 années précédentes, j'avais autour de 650 bouquins, 680 bouquins. Et ça, chaque année, alors. Et ça, chaque année, sachant que tu as la moitié des envois qui se passent entre mi-août et fin octobre. Donc, sur 2 mois et demi, il y a 300 bouquins qui arrivent. Ce qui nous amène donc à un sujet subsidiaire. Donc, quel garage tu loues pour stocker tout ce que tu reçois Alors, je ne loue pas de garage, tout simplement. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est la première question que j'ai posée quand on m'a proposé de participer au comité sélection, c'est que font les gens avec les bouquins qu'ils ont. Donc les bouquins, on nous les envoie, ils sont à nous. Simplement, voilà, ça représente un volume monstrueux. Oui. Et en fait, moi, je trouve une solution, c'est je fais un don à la médiathèque de mon quartier. Ah ouais. Et voilà. Donc je suis allé les voir. Au début, ils m'ont dit peut-être pas. Ah ben si, finalement oui. Et donc ce matin encore, ils sont venus. Ils ont pris 2 mètres cubes de bouquins et ils doivent repasser encore parce qu'il reste encore 2 ou 3 mètres cubes encore à prendre. Il y a des piles qui font 1,50 m dans la chambre. Des piles. Et c'est comme ça chaque année, ça fait 3 ans. Donc ils sont très contents parce que comme ça permet d'alimenter. Moi, je trouve ça chouette aussi. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'achète beaucoup moins de livres maintenant. Ouais. Alors en termes de rythme de travail, comment est-ce que tu arrives à te répartir cette somme de ce volume de lecture même sur un si petit laps de temps, et surtout après quelle est ta démarche de dire est-ce que tu as un fichier où tu te dis bon ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, pour après aussi pouvoir soumettre tes choix quand arrive le moment de faire la sélection. Alors la seule manière d'y arriver c'est d'être discipliné, de le faire au fur et à mesure. Donc cette année ça a été un petit peu compliqué parce que forcément on a eu un mois où on n'a rien reçu. C'est-à-dire au moment où il y a le confinement, en gros, en mars alors mars-avril, il y a eu un mois où ça a été le vide total. Et puis on a demandé aux éditeurs de nous passer au moins les PDF des bouquins, même si à lire en PDF c'est vraiment compliqué. On préfère recevoir le bouquin en papier, surtout quand on en lit beaucoup. Puis surtout sur des grandes planches, lire en PDF c'est un enfer. On n'a pas tous on n'a pas des écrans monstrueux, donc c'est compliqué. Ça demande des zooms. Enfin, voilà. Donc c'est clair que franchement le papier c'est mieux et on préfère, on reçoit du papier principalement. Donc c'est une question là ça nous a permis, juste pour revenir sur le confinement, donc ça nous a permis de rattraper un peu et de pas brusquement avoir 2 mois de trou et de se retrouver avec un rattrapage monstrueux. Ça a permis au moins de se tenir au niveau. Et puis au final on a reçu moins de livres, à la fois pour ça et puis par le fait que depuis l'année dernière il y a un comité série qui s'occupe de tout ce qui est série longue. Donc, ils récupèrent toutes les séries qui sont en plus de 4 volumes. Donc, ce sont eux qui les lisent et qui font une sélection. Nous, on s'occupe essentiellement de ce qui est pas série, ce qui s'arrête à des trilogies. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est que tous les bouquins qu'on reçoit sont des bouquins qui font 200, 250 pages. C'est ça, c'est des... Voilà, donc tu te retrouves à te dire « Ah tiens, je vais me faire une séance de lecture ce soir et j'ai 4 pavés. » Voilà, ça demande parfois un petit peu plus de courage pour s'y mettre. Mais c'est vraiment une question de discipline. Et alors au début, c'est facile parce que tu reçois 50 bouquins dans le mois, donc c'est 1 ou 2 bouquins par jour. Ça se gère, ça va. Sur la fin, quand il faut se faire des soirées à 4 à 5 bouquins et que entre midi et 2, tu t'es déjà fait 3 bouquins, ça fait... voilà. Et puis c'est à ce moment où tu te dis mais comment est-ce que aussi tu arrives à retenir déjà tout ce que tu lis, comment tu arrives à vraiment retenir qu'est-ce qui t'a vraiment plu de ce qui t'a moins plu, qu'est-ce qui devient anecdotique et qu'est-ce qui te marque, et aussi au bout, voilà, si c'est ton 8e bouquin de la journée, à un moment t'en as peut-être marre aussi, tu vois, et t'as plus non plus la force mentale pour bien te concentrer sur l'exercice. Alors on essaie de le faire bien, on a la chance, toutes les personnes du comité sont des gros lecteurs, donc ce sont des choses qui font pas peur. Moi, c'est le genre d'exercice que je fais aussi à côté parce que j'écris dans un magazine qui s'appelle Atom, qui est spécialisé manga et qui a une spécificité, c'est la formule de base quand il n'y a pas le confinement, c'est un entretien fleuve avec un auteur et une bibliographie commentée à côté. Et c'est Fausto qui est le rédac-chef qui généralement fait les entretiens et on est plusieurs à se dispatcher les bibliographies. Et quand on fait la bibliographie d'un auteur comme l'auteur de GTO, Fujisawa Toru, il a fait 150 volumes de manga et quand il faut lire ça en 1 mois et demi, il faut savoir avoir un certain abattage. Et, après, c'est intéressant parce que ça donne une vision assez particulière de son œuvre. Donc voilà, donc c'est une question de discipline, c'est une question d'habitude aussi.
Voilà. Et pour le suivi, alors il y a deux choses. Moi, je suis un gros maniaque des chiffres et des bases de données, donc je note scrupuleusement tout ce que je reçois quand je le reçois, et on fait des stats qui sont utiles pour le festival après aussi, pour voir est-ce que effectivement combien est-ce qu'on a reçu de choses qui sont de tel ou tel domaine, des traductions, des adaptations, des one-shots, des choses avec des femmes, des choses japonaises, américaines et tout, à quel moment on les reçoit, est-ce que il faudrait pas communiquer aux éditeurs qui nous envoient les trucs plus tôt parce qu'on reçoit beaucoup trop de livres trop tard. Il y a tout un tas de suivi que je fais. Et après, nous, on a au niveau du comité un fichier partagé, qui est un Google Doc, sur lequel on note au fil du temps les livres qui nous ont marqués, et on a un système de notes qui est de 1 à 5. Voilà. Donc 5, c'est super, et puis 1, on n'aime pas du tout. Et chacun essaie de mettre les notes. Donc l'idée, c'est on ne met pas dans le fichier un bouquin qu'on noterait en dessous de 4. Donc c'est déjà, on met dedans que les bouquins qu'on estime comme étant des coups de cœur. Et puis après, les autres les lisent. Donc voilà, le but, c'est on finit par avoir sont des fichiers dans lesquels il y a une centaine de bouquins au moins qui se retrouvent. Donc au minimum, on a tous lu au moins 100 bouquins parmi la liste, mais tous beaucoup plus. Pour être honnête, beaucoup plus. Moi, cette année, il y en a 12 que j'ai pas lu sur les 500 que j'ai reçus. Et c'était des suites ou des bouquins. Il y a une intégrale, deux intégrales dont je connaissais déjà le contenu, 5 ou 6 suites de bouquins dont j'avais déjà lu les précédents. Et il n'y a qu'un seul bouquin qui n'était pas dans le truc, mais j'avais lu aux trois quarts, et c'est le premier tome avec autre chose derrière. Donc j'étais suffisamment à même de savoir ce que c'était. Voilà, donc globalement, j'étais plutôt content. C'est une année où j'ai réussi à rester bien au top et à bien tout couvrir. Et tu arrives à retenir un peu, encore aujourd'hui, si on te prenait la liste là avec les 500 bouquins et je te dis un au hasard, tu arrives à dire ouais, ça j'ai bien aimé, et tu arrives à resituer ou, Alors pour certains, oui. Après, le fait que tu te souviennes ou pas d'un livre devient aussi un élément important. Ouais, quelque part, Si ouais. le bouquin te marque plus du tout, parfois, tu vois, on avait des discussions, et puis à un moment, tu sais, il y a ça, c'était pas mal, et puis qu'est-ce que c'est ce bouquin? Puis tu regardes la couverture, tu fais, ah ouais, c'est ça. Ouais, bof, ça revient, faut réactiver le truc, mais oui, oui. Oui, en fait, truc très amusant, c'est avant-hier, avec mon épouse, on a regardé Hunger, le film de Steve McQueen, Mhm. qui parle de prisonniers irlandais dans la prison de Lankesh. Il se trouve qu'il y a un bouquin qui s'appelle Lankesh, qui était sorti au Lambec en 2019, que j'avais lu l'année dernière. Et en fait, en regardant ce truc, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai lu une BD dessus, et je savais plus ce que c'était, mais je me souvenais du truc. Donc oui, il y a des choses qui rentrent. Et alors ensuite, donc, une fois que vous avez fait cette grande liste, ces 100 bouquins, comment on délibère est-ce que tu milites un peu pour vraiment tes coups de cœur, vraiment, et tu dis, alors c'est vraiment ceux-là, il faut. J'imagine qu'il y a un consensus sur certains albums qui se retrouvent automatiquement sélectionnés. On a plusieurs réunions au cours de l'année. On a une première réunion qui est généralement vers juin, qui est plus une réunion de on se voit, on est content, on prend pot. Là, je parle hors Covid. Ouais, bien Tout sûr. s'est fait en réunion Zoom, c'était beaucoup moins sympa. Voilà, mais d'habitude, c'est une réunion où on se retrouve. On se retrouve donc dans les bureaux de l'organisation du festival. Il y a de l'eau pétillante et du cake au milieu. Voilà, c'est très lucky. On est tous ensemble, et puis on discute un petit peu des livres qu'on a vus un petit peu, plus expliquer les principes de fonctionnement pour les nouveaux quand il y en a, le principe du fichier, comment est-ce qu'on fonctionne et tout et tout. Donc c'est vraiment plus sur mettre des bases, et puis dire on a reçu 2-3 trucs. Ensuite, on a généralement 2 ou 3 réunions qui sont après l'été, qui sont celles où on commence à faire des tris. C'est-à-dire que les premières réunions, déjà, on va voir les titres qui ont que des 5 qui ont été adorés par tout le monde. Donc ceux-là, on les bloque parce que ceux-là, voilà, ils sont bons. Il y a les livres qui sont très mal notés qu'on vire, parce que le but, c'est d'avoir un fichier qui soit gérable. Et petit à petit, on gère ça. Et l'avant-dernière réunion, on est vraiment dans à commencer à épurer. Et la dernière réunion, c'est là qu'on rentre dans le dur. Là, cette année, par exemple, la dernière réunion, on avait 80 bouquins dans la liste qui étaient appréciés par tout le monde et avec une note correcte. Et il fallait en éliminer à peu près la moitié. Et là, c'est dur. Parce qu'il y a des livres... En fait, les livres qui sont très bons, tu les laisses parce que tout le monde le sait, donc personne ne va discuter dessus. Ceux qui sont très mauvais, très rapidement, où il y a quelqu'un qui a mis une note en disant « Ok, il n'y a pas d'affect dessus », ils virent. Et tout le problème, c'est entre les deux.
C'est-à-dire, il y a des bouquins qui vont être bien, mais pas top, et puis d'autres où tu te dis, ouais, c'était pas mal, mais par rapport à ce que fait cet auteur, franchement, c'était pas. Enfin, il nous a fait mieux. Ou bien il y a tel truc en disant, ouais, ok, c'est cool, mais bon, on en a un deuxième qui est à peu près sur le même thème, mais qui est quand même vachement mieux. Et c'est à ce moment-là où tu commences à faire des arbitrages, à trancher un petit peu, à dire, à aller un petit peu plus dans le dur. Sachant que nous, en plus, on s'occupe de 3 sélections, puisqu'on fait la sélection officielle, on fait le polar et le patrimoine. Donc il y a des titres qui vont se retrouver dedans, qui sont soit pour le patrimoine, ou des titres qui relèvent du patrimoine et qui vont se retrouver, dont on se demande est-ce qu'on est en naturel ou pas. Enfin, il y a un certain nombre de questions. Sachant que ce soit sur le polar ou les patrimoines, sont des livres sur lesquels le regard va être différent. Quand tu vas prendre un livre patrimonial, c'est pas uniquement la qualité de l'œuvre que tu prends en compte, mais aussi c'est la qualité du travail éditorial. Va y avoir des trucs où tu te dis, bon, niveau de l'œuvre, moyen, mais par contre, le travail éditorial est monstrueux. Donc, celui-là, il faut le souligner. Il y a d'autres où l'œuvre est super, sauf que l'éditeur s'est contenté de faire une réédition à peine améliorée de trucs qu'il avait déjà dans le catalogue, et où tu te dis, ouais, c'est cool, mais il y a zéro appareil critique, il y a zéro mise en contexte, il n'y a pas de bonus, c'est juste une intégrale avec 3 bouquins qui sont... c'est pas une approche patrimoniale qu'on a envie de souligner. Donc sur le patrimoine, il y a cet aspect-là. Sur le polar, c'est un peu particulier parce qu'il y a des critères supplémentaires qui sont mis en place par la SNCF, puisque c'est le prix de la SNCF. Donc il faut que ça rentre dans les critères. Donc et puis il y a finalement assez peu de titres qui rentrent directement dans le patrimoine ou dans le polar, qui sont aussi faciles. C'est toujours un petit peu galère pour nous à remplir comme sélection pour trouver des titres qui rentrent bien. Voilà, on n'a pas. Mais bon, on a. T'as un exemple de quelques critères particuliers qui sont demandés? Généralement, la SNCF veut des ouvrages autoconclusifs, c'est-à-dire c'est pas de suite. Voilà, ça fait partie des choses qui sont. C'est le critère qui me vient, qui est un peu difficile à gérer, parce que souvent on a des. Voilà, il y a des trucs qui sont chouettes, mais qui sont en 2 volumes, ou des choses comme ça. Voilà, je pense à Dans la tête de Sherlock Holmes, par exemple, c'est un tome 1, il n'y a pas le tome 2, ça peut pas. D'accord, ouais. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on se plie. Voilà. Et puis dans la sélection principale, après, c'est plus... on discute, effectivement, chacun a ses chouchous. Parfois on les défend, parfois on arrive à convaincre les autres, parfois pas. Et puis, plus ça va et plus c'est dur, quoi. Quand il te reste 2 bouquins à virer, c'est dur parce que t'es arrivé sur une sélection, quasiment tous ils sont bons, et il faut se déchirer. Puis tu pars du principe que tu as aussi une critique qui est à chaque fois un petit peu très, très subjective par rapport à ton ressenti en tant que lecteur, et que il n'y a pas de raison forcément. Alors je sais pas comment vous entre guillemets vous vous affrontez, mais tu dois aussi défendre ton avis et le rendre aussi légitime que celui de tous les autres pour que tel ou tel bouquin parvienne à se hisser. Oui, c'est après le truc qu'il y a, c'est que on se connaît un petit peu parce que là ça fait quelques années qu'on se pratique, et moi je suis très intéressé par avoir leur avis, pour entendre leurs arguments. Je dirais, c'est comme par rapport aux bouquins qu'on reçoit, on fait pas ça pour se faire chier. Voilà, j'ai pas demandé à recevoir 500 bouquins, ou j'ai pas demandé à m'obliger à lire 500 bouquins dans l'année pour faire la gueule à chaque fois, parce que franchement c'est pas un bouquin que j'ai envie. Au contraire, je fais ça pour être surpris, pour découvrir des choses que j'aurais pas découvertes, ce qui a été le cas, pour avoir des bonnes surprises, pour aller vers des éditeurs ou des livres vers lesquels je serais pas allé. Et de la même manière, ces réunions, c'est super parce que on s'entend bien, on est tous assez passionnés, on a tous beaucoup lu de livres, et chacun vient en disant, ah, mais il y a ça qui est intéressant dedans, ça j'ai trouvé bien, et puis on a des vrais arguments et des vraies discussions, voilà. Donc oui, pour ça, c'est ça qui est intéressant, c'est cette confrontation, cette discussion, écouter les arguments de l'autre, voilà, confronter des trucs, se rendre compte qu'on n'est pas d'accord sur certains points et qu'on est d'accord sur d'autres, et voilà. Donc c'est Comment vous faites aussi par rapport à ça, j'imagine certains critères où vous dites, bon, il faut quand même qu'on ait une sélection qui soit aussi représentative de ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire déjà juste en termes d'origine géographique, d'avoir donc
de la franco-belge, mais aussi du manga et du comics, faut que ce soit mis en avant. Là-dessus, alors il y a deux choses. C'est nous, on essaie durant l'année d'être vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire de dire attention, il faudrait voir, on a peu reçu de comics, on a peu reçu de mangas, ça serait bien que les éditeurs nous envoient des choses parce que c'est dommage, voilà, on passe à côté de choses. Donc là, on est vraiment volontariste par rapport à ça. Après, quand on fait la sélection, ce sont des choses qui sont occultées. On fait la sélection et ensuite on regarde ce qu'on a. Sachant que régulièrement, en fait, quand je dis on regarde ce qu'on a, c'est pas on arrive on a nos 45 bouquins, puis ensuite on regarde si ça va ou pas. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on se dit, ah ben, au fait, est-ce qu'on a des comics? Ouais, on en attend. Ok. Est-ce qu'on a des mangas? On en attend. Combien est-ce qu'il y a de femmes dedans? Voilà, parce que c'est aussi un truc Oui, à j'allais prendre en dire compte. sur oui. Voilà. Et en fait, alors, c'est on a peut-être eu beaucoup de chance, mais sur les 3 dernières années, on n'a pas eu de problème particulier. On s'est pas retrouvé à dire ah non, il faut qu'on remette des trucs. Voilà, il y a des arbitrages qui sont tout bêtes aussi quand tu as un éditeur qui est surreprésenté. Ben, tu te dis bon ben, ok, on va être obligé de faire un tri parce qu'il y a 3 ou 4 bouquins qui sont bien, mais voilà, on va essayer de laisser de la place pour les autres aussi. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a ces arbitrages, mais de manière générale, on n'a jamais eu trop de problèmes. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir, là, sur les 3 années où j'ai été au comité, qu'on ait mis un titre pour boucher, pour remplir un quota. C'est plus de dire, ben voilà, on a voilà la liste à laquelle on est arrivé. Elle correspond à peu près au niveau des critères. Et de se dire, ben, elle a de la gueule. Voilà. Il y a quand même une différence, moi, qui m'a marqué par rapport avec avec la sélection de 2020 par rapport à celle de l'année dernière. C'est par rapport aux comics. Donc, moi, je suis vraiment dans ce domaine-là. C'était que l'année dernière, il y avait du comics de super-héros. Et pour le coup, ça avait l'air presque exceptionnel d'avoir une série long cours, notamment le Thor de Jason Aaron, mais aussi le X-Men Grand Design d'Ed Piscor. Cette année, on retombe dans une section où il y a effectivement aussi de très belles œuvres en termes de bande dessinée, mais par contre, on se retrouve de nouveau plus dans le comics indé et pas de super-héros. Vous en recevez beaucoup des comics mainstream, on va dire, chaque année, ou pas du tout? Euh, Très peu. Ouais, Très vraiment. peu. C'est quoi? C'est que les éditeurs n'ont pas confiance d'envoyer certains Alors, de leurs je albums peux là-dessus. pas. Alors, je ne m'autoriserai pas à mentionner quels sont les éditeurs qui envoient ou pas. Mhm. Mais c'est vrai que sur le comics de super-héros, je pense qu'il y a une vraie mauvaise idée du fait que le festival n'aime pas ça ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on a eu peu de propositions cette année, peut-être moins que les années d'avant. À ce niveau-là. Moi, je suis très, voilà, je suis très triste de ça, hein. L'année dernière, on avait pas mal milité. Moi, j'avais pas mal milité pour le Mister Miracle de Tom King, Oui. qui s'est pas retrouvé finalement parce que, voilà, pour certains, bon, comme ça fait référence au Fourth World de Jack Kirby, on est quand même sur des choses un peu particulières. Enfin, il y a toute une mythologie un petit peu difficile à digérer. Moi, au contraire, j'avais trouvé ça super parce que c'était justement une œuvre dans laquelle j'avais toujours eu du mal à rentrer. Et je trouvais qu'avec Mister Miracle, enfin, je comprenais ce qui se passait. Donc, c'était cool. Mais c'était pas arrivé jusqu'au bout. Mais non, il y a pas de réticence. C'est juste que, voilà, quand on n'a pas les propositions, c'est difficile de les mettre. Parce qu'il y a un critère d'accessibilité aussi qui est à prendre en compte alors dans votre sélection, si je comprends bien. C'est pas une question d'accessibilité, c'est plus est-ce qu'on peut profiter de l'œuvre sans. Je dirais plus que c'est de pas prendre des œuvres qui sont très très référencées vont être très très difficiles à lire pour un lecteur. Voilà. Après, c'est pas une chose qu'on a en tête, mais par exemple, je pense au Spider-Man qui est sorti chez Panini, l'histoire de Spider-Man ou quelque chose comme ça. L'histoire d'une vie, de L'histoire Chip d'une vie. Zdarsky et Mark Bagley. Ouais. Voilà, en lisant, alors oui, moi en tant que vieux lecteur de Spider-Man, j'ai retrouvé plein de trucs. Ah, super, Gwen Stacy, le clone, Kraven the Hunter, je vois tous les éléments. Ouais, toutes les Et je me références. demande franchement comment est-ce qu'un lecteur aujourd'hui, qui n'a pas tout ce background, qui n'a pas derrière lui 50 ans ou 60 ans d'histoire de Spider-Man dans la tête, peut lire ça et y trouver un plaisir. En tant que vieux lecteur,
lecteur, oui, j'ai vu tous les clins d'œil et je pense que j'en ai raté plein, hein, mais j'ai vu suffisamment de clins d'œil pour me dire, pour retrouver mon truc et dire ah c'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est pas mal. Mais voilà, j'imagine très bien qu'un autre lecteur pourra pas l'apprécier à la même valeur. Et ça, tout de suite, bah, forcément, je vais pas dire c'est disqualifiant, c'est juste que même si, comme on n'est pas tous avec la même culture, hein, si une personne le lit, elle va clairement pas comprendre tout ça et on va avoir deux avis différents. Il n'y a pas de question d'accessibilité. Après tout, le super-héros est accessible. Tout autant qu'il ne l'est pas. Enfin, je veux dire, il y a les codes. Et pour moi, voilà, un Black et Mortimer est aussi inaccessible qu'un super-héros parce que ça fonctionne tout un certain nombre de codes. Moi, j'avoue, je peux plus lire un Black et Mortimer, ça me donne mal au crâne. Hein. C'est une narration que je trouve lourde et problématique. Voilà. Donc, c'est à prendre en compte. En fait, c'est vraiment le rapport à la bande dessinée, le plaisir de lecture. Et ça demande quand même aussi alors que l'ensemble des membres du comité de sélection aient aussi un peu enfin, cette culture sur le comics et le manga pour pas se concentrer sur une sélection qui est uniquement franco-belge. Après, le comité de sélection, il est choisi sur des gens qui sont a priori des gros lecteurs, puisque dans le comité, il y a deux libraires, puisqu'il y a Guillaume Dumora qui est Le Mont en l'air et Sarah Villermoz qui était à Mola à Bordeaux. Il y a des journalistes, hein, donc il y a Anne-Claire Noro qui était aux Inrocks, il y a Sonia Deschamps qui était sur pas mal de radios et qui maintenant est l'une des deux directeurs artistiques, enfin qui est co-directrice artistique du festival. Moi-même qui suis donc critique et Olivier Bocquet qui est auteur. Voilà, plus Frédéric Felder, qui est l'autre co-directeur artistique, mais qui était chez le Requin Marteau avant. Donc on a que des gens qui ont une grosse culture bande dessinée, qui ont l'habitude de regarder des choses dans toutes les directions et qui connaissent suffisamment. Après, connaître suffisamment, c'est une chose. On n'a pas forcément tous la même culture de la bande dessinée. Voilà. Encore une fois, moi, je lis du comics de super-héros depuis pas mal de temps. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être plus de sensibilité par rapport à ça que certains. Et concernant le manga, je trouvais qu'il n'y en avait pas non plus énormément dans cette sélection cette année, alors que pourtant, et je sais parce que tu fais notamment du suivi là-dessus, le manga c'est quand même ce qui porte un peu le marché de la BD, en tout cas qui connaît une ascension toujours très, très forte sur le marché, et pourtant ça se retrouve pas forcément après dans les sélections. Oui, là, je pense que le manga paie le fait d'être beaucoup basé sur des formats sériels. Mais feuilletonnant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de mettre en avant un livre indépendant, une aventure indépendante, même si on est quand même très dominé par du roman graphique, il faut le dire aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile et on le voit, il y a pas mal par rapport aux réactions moi, que je vois sur les forums, il y a pas mal de gens qui disent mais pourquoi est-ce qu'ils mettent le tome 31 de telle série? Ça veut dire que celui-là il est particulièrement bon, est-ce que les précédents ils valaient pas le coup, etc. Voilà, donc c'est le format du manga se prête mal au format de mise en avant et de prix et de palmarès que peut avoir Angoulême. À cause du fait d'avoir vraiment un album plutôt que de récompenser par exemple une série, enfin vous avez le prix de la série pour ça quoi, mais vous pourriez pas effectivement mettre dans la sélection officielle un tome parce qu'il est sorti cette année donc en répondant à ces critères-là, mais pour récompenser le fait que l'œuvre était géniale de toute façon. Bah, c'est un peu l'idée qu'on essaie de mettre en avant, mais voilà, le message qui est envoyé est un peu compliqué à exprimer là-dessus. Voilà, et sachant que comme on est extrêmement dominé par le côté sériel, nous on a quelques one-shots, hein. Gotanabe par exemple, oui. Alors étonnamment le prix de la série, mais avec une série qui a fait de one-shots indépendants, donc c'est toujours un petit peu bizarre. Ouais. Mais ça fait partie d'un exemple de choses qu'il y a. Il y a beaucoup, par contre, de mangas dans le patrimoine, parce que c'est là aussi qu'il y a des approches qui sont extrêmement belles et riches et soutenues. Le travail que fait Cornelius sur Tsuge, par exemple, avec un appareil critique, avec la mise à disposition d'une œuvre assez fondamentale, avec une traduction qui est assez remarquable de Léopold Dahan. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le travail que fait, alors c'est encore Léopold qui a bossé dessus, mais Violence and Peace sur Kaze Shinobu chez le Lazare Noir, ça aussi, c'est ressortir
un auteur japonais influencé par Druillet, par Métal Hurlant, voilà, l'œuvre est surprenante et surtout elle est mise en contexte, commentée et présentée d'une manière intéressante d'un côté patrimonial. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Sur le reste, on a moins de one-shot, on a plus de séries et voilà, encore une fois, c'est plus le format d'Angoulême qui se prête plus difficilement à ça. Une question qui fâche peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi Carbone et Silicium s'est pas retrouvé dans la sélection? C'est quand même un album qui a fait énormément de bruit à sa sortie, qui a été nommé dans d'autres sélections et qu'on attendait en fait vraiment. En tout cas, moi, je le dis à la fois personnellement, mais aussi avec l'avis de tous les autres rédactions avec qui je discutais. On attendait vraiment Carbone et Silicium. Pourquoi il s'est pas retrouvé dans la sélection? Je peux pas parler pour Pour les... l'ensemble du truc, voilà. Et, là-dessus, j'ai gardé le silence. Je peux pas, voilà. Ça va, des choses sur lesquelles je peux pas m'exprimer. D'accord, très bien. Moi, c'est pas. Après, je vais dire alors l'une des choses qui est un petit peu frustrante par rapport à cette sélection, c'est qu'effectivement, quand on met les livres dedans, c'est qu'on a eu on les a trouvés de qualité. Et le truc qu'il y a, c'est que la sélection elle est donnée comme ça. C'est juste une liste de titres. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'argumentaire derrière qui dirait ah, si on l'a mis pour ça, c'est pour ça. Donc c'est vrai que de point de vue de membre, en tant que membre du comité, c'est toujours très étonnant de voir les gens réagir en disant oh là là, c'est nul, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça, etc. Alors que bon, derrière nous, on a des raisons, hein, on l'a motivé, on a lu. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte. C'est, comme je disais, d'une part, le fait qu'on reçoit pas toute la production. Donc il y a des choses qu'on ne va pas mettre parce que simplement on ne les a pas vues et on ne nous a pas proposées. Donc ça, c'est une chose aussi. Voilà. Mais l'autre truc aussi, c'est qu'on a lu énormément plus que les gens qui nous critiquent. Donc quand tu lis 50 bouquins dans l'année, t'en as peut-être un qui est ton chouchou. Sauf que comme nous, on en a lu 450 de plus, ben on a peut-être 50 qui sont encore plus nos chouchous que celui-là, et que c'est pour ça qu'on l'a pas mis, parce que finalement, on n'a que 35 places, et que déjà, on a été obligé de sacrifier 15 de nos chouchous. Mais pour éviter alors ce genre de critique, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour le comité de développer cet argumentaire justement qui manque et que pourtant vous avez? C'est une question d'énergie, de temps, voilà, après... et quelque part, la difficulté, c'est que est-ce que tu ouvres pas la porte à d'autres débats qui sont des débats sans fin et d'autres. Toute façon, ce que je veux dire là-dessus, c'est que avec une sélection, tu satisferas jamais personne. Donc ça, c'est un début, c'est une vision qui est subjective. Nous, on l'assume, on fait le boulot derrière. Encore une fois, on lit énormément, tous. On a lu énormément des bouquins, et donc les choix des bouquins qui sont ou qui ne sont pas sont des choix qui ont été délibérés, si tant est qu'on a eu les livres. Encore une fois, c'est un truc à côté. Mais voilà, c'est notre choix. C'est un choix qui est subjectif, qui est validé par le festival puisqu'il nous a confié ça. Et en faisant le choix de ces personnalités d'une certaine manière, c'est là qu'on met en place une sorte de ligne éditoriale. Hein. Voilà, donc c'est ça. Après, moi, je trouve que il y a plein d'autres prix qui sont peut-être moins mis en avant que le Festival d'Angoulême. En cinéma, par exemple, on ne va pas se plaindre que le Festival de Cannes ne figure pas à son palmarès ou dans sa nomination tel ou tel film qui se retrouvera au César ou aux Oscars. Voilà, il y a une diversité, ou à Sundance. Donc on a des choses comme ça. Là, il y a beaucoup de choses qui reposent sur Angoulême. Carbone et Silicium, mine de rien, puisque tu le mentionnes, il est dans la liste de la CBD, il a été Quai des Bulles, le Landerneau, le prix Fnac d'où l'interrogation. Oui, mais alors, la question après se pose de savoir, est-ce qu'il faut que tous les prix ne nomment que les mêmes 6 bouquins,
ou est-ce que c'est bien d'avoir différents prix qui ont différents regards et différents éclairages? Moi, j'avoue, je préfère une diversité, je préfère que les prix aient une personnalité. Quand je vois le même bouquin qui revient dans toutes les, dans tous les prix, ou même dans la couverture médiatique, hein, tu vois, le tome 5 de l'Arabe du futur sort, brusquement, tout le monde ne parle que de ça. C'est très bien l'Arabe du futur, mais peut-être qu'il y aurait besoin justement, plutôt que de parler de ce dont tout le monde parle, peut-être que ce serait bien de mettre en lumière autre chose. C'est Jean-Louis de Cornelius qui avait cette phrase alors je ne sais plus s'il n'a pas repris de quelqu'un d'autre, mais il disait, voilà, les journalistes n'éclairent que ce qui est déjà dans la lumière. Et donc voilà, il y a un peu cette question-là, c'est un peu radical, mais par moment, il y a ce truc-là. Oui, parce qu'on pourra très torquer qu'au contraire, parfois, si quelque chose revient dans toutes les bouches ou dans toutes les cérémonies, c'est juste que naturellement, c'est juste parce que l'œuvre mérite ça ou qu'elle est juste bonne de façon très intrinsèque. Donc, mais j'entends, après, je disais pas ça forcément pour que le comité doive justifier, mais en posant un argumentaire, même si effectivement tu contenteras jamais tout le monde, au moins on sait plus pourquoi il y a eu certains choix qui ont été faits et que en l'occurrence c'est juste que vous pouvez dire bon bah que ça vous plaise ou non, on a fait ça parce que y a ces arguments et ça évite les procès d'intention en fait. Oui, après la difficulté c'est que finalement on va plus te demander de justifier ce que t'as pas mis plutôt que ce que t'as mis, et après ça devient un truc très compliqué. La preuve, tu m'as pas demandé pourquoi est-ce qu'on a mis tel bouquin, mais pourquoi il n'y a pas celui-là qui n'y est pas. Oui, c'est vrai, je plaide coupable. Voilà. Je plaide complètement coupable. Je voulais aborder un autre point par rapport au FIBD quand même, puisque c'est une année vraiment très particulière. Justement, le festival en 2 temps. Alors là, c'est pas forcément par rapport à ton rôle dans le comité de sélection, mais un peu pour voir en tant qu'observateur un petit peu de tout ce qui s'est passé sur cette année 2020 qui était censée être l'année de la BD. Déjà, est-ce qu'un commentaire à faire déjà sur l'année de la BD en tant que telle? Je pense que c'était l'initiative à la base n'était pas forcément une mauvaise initiative. Après, la question c'est toujours comment ça se concrétise. Et là, effectivement, bon, on n'a pas eu trop de chance, hein. Je pense que la situation du festival, elle est compliquée, hein. On sait bien que on est en plein un deuxième confinement. Voilà, c'était quand on organise une manifestation qui mobilise autant de moyens, il y a un moment, tu as besoin de savoir si oui ou non ça va se passer. Et le fait de repousser, sont pas les seuls à avoir repoussé des choses, hein. Non, bien sûr. Voilà, t'avais fait un listing sur la reprise à l'automne où tu disais, effectivement, les libraires disaient qu'il y avait une reprise des choses. Et en fait, tu disais, mais en fait, non, parce que regarde, du côté des festivals, tout a été décalé, que bon, c'était une demi-reprise. Hein. Aujourd'hui, organiser un festival, c'est compliqué. Et, c'est le moindre dire. Voilà. Donc ils ont fait ce truc-là. L'idée, c'est d'avoir quand même de garder la date et puis de célébrer un petit peu les choses. Et puis d'essayer de faire quelque chose en présentiel, si tant est que ça puisse se faire, hein, puisque malheureusement, on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre encore toute cette histoire. Non, voilà, donc je pense que c'est la solution de raison. Après, je pense que ça reste de toute façon très compliqué, ne serait-ce que parce que, à cause de la situation de la pandémie, on ne comptera pas sur des visiteurs internationaux venant de l'étranger. Et pour un festival international, de ne pas avoir l'étranger, ça devient un peu compliqué. Alors que ça deviendra juste le FBD cette fois-ci et pas le FIBD. Non, mais c'est très compliqué. Après, en plus, ça demande à se réinventer, sachant que l'économie du festival fonctionne aussi sur le fait de faire payer les passes d'accès. Si brusquement tu passes en dématérialisé en virtuel, tu peux plus monétiser de la même manière. Donc ça fait en gros une année pour rien, quoi. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Voilà, mon beau-frère fêtait son anniversaire dernièrement. Il disait non, mais je vieillis que de 6 mois parce que cette année a été tellement merdique que je refuse un semestre de plus. Je renie. Et je pense qu'il n'est pas tout seul à penser ça. Mais avant même la crise du coronavirus, il y avait quand même quelque chose d'assez fort dans la dernière édition du FIBD, notamment par rapport à cette volonté gouvernementale de faire l'année de la BD, c'est que les auteurs n'étaient pas contents et qu'ils avaient dit à la cérémonie de remise des prix, si rien ne change cette année, on reviendra pas. Certains avaient pris la décision de boycotter et du coup la situation de toute façon va pas s'améliorer. Est-ce que les auteurs vont quand même un peu vouloir revenir parce qu'il va falloir quand même revenir, mais en même temps on voit en plus notamment avec tout ce qui se passe autour de la Ligue des auteurs professionnels que
il y a une lutte qui est loin d'être terminée. Non, non, là on est dans une crise qui s'est installée depuis quelque temps, hein. Je pense que lorsqu'il y a eu les états généraux de la bande dessinée et notamment leur étude sur la le rapport situation Racine. des auteurs, non, c'était avant. Encore En fait, avant. il y a eu une première étude sociologique de la part des états généraux de la bande dessinée c'est la fameuse étude qui a montré qu'en gros il y avait je ne veux pas me tromper au niveau des chiffres, mais en gros, 50% des auteurs qui étaient sous le SMIC et un tiers qui étaient en dessous du niveau de pauvreté ou quelque chose comme ça. Les chiffres sont pas forcément les bons, mais en ordre de grandeur, c'était vraiment, vraiment dramatique et qui ont amené ce début de prise de conscience et qui ont mené justement à la mission Racine, au rapport Racine, qui a causé beaucoup de problèmes parce que le SNE était contre. Dès que le rapport Racine est sorti, on a eu tout de suite Vincent Montagne, qui est le président du SNE, mais qui est aussi à la tête de Média Participation. Média Participation, c'est du Puy d'Argot, le Lombard, Urban, Cana, qui est monté au créneau en disant non, non, mais on n'est pas d'accord, c'est pas du tout ça. Les auteurs, ils ont des. Enfin, voilà, il y a une vraie tension aujourd'hui entre auteurs et éditeurs. Et qui n'est pas résolu, effectivement. Et là, on a une année qui est vide, mais qui n'aura rien changé là-dessus. Les auteurs demandent la reconnaissance d'un statut, demandent la reconnaissance d'un contrat de commande, parce qu'en fait, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de travailler sur un truc, et puis si ça ne correspond pas, bah, c'est pour notre pomme. Il y a tout un tas de questions sur la manière dont sont rémunérées les choses, sachant que voilà, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est les éditeurs disent quand on fait une avance sur droit, on rémunère la création, sauf que c'est juste une avance sur droit. Je ne rémunère pas la création, je vous prête des choses que vous auriez dû gagner de toute façon une fois que la création est finie. Donc c'est de l'avance sur exploitation de création, mais pas de la rémunération de création. Donc il y a tout un tas de choses à gérer là-dessus. Et effectivement, la situation elle est compliquée. Quand on est au FIBD, le festival, il récompense qui? Il récompense le travail d'un éditeur ou celui d'une équipe artistique? De notre côté, au niveau du comité, quand on regarde sur le patrimonial, c'est clairement le travail de l'éditeur. Sur le reste, généralement, on essaie de prendre en compte l'auteur. Et s'il y a le travail de l'éditeur, dans quelques cas, il va être vu comme étant positif quand vraiment il y a quelque chose au service de l'œuvre. Sinon, ça peut être plutôt négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on récompensera l'auteur, mais si jamais le livre n'y est pas, c'est plutôt l'éditeur qui peut être pénalisé si c'est traduit avec les pieds ou présenté n'importe comment. Enfin, voilà. C'est plutôt dans cet aspect-là. Après, je n'ai pas d'exemple comme ça qui viennent, mais en termes d'approche, c'est plutôt comme ça qu'on l'envisagerait, c'est-à-dire voilà. On est plus dans l'approche de valoriser le travail de l'auteur, c'est clair, sauf à nouveau sur le patrimoine où là il y a un truc spécifique qui est vraiment sur le travail éditorial pour le coup. Ce que tu penses, parce que tu mentionnais un petit peu au début de cette émission qu'il y avait certains, vu que en fait la proposition la sélection se fait sur la base d'une proposition de la part des éditeurs et que certains ne voulaient pas forcément envoyer leur bouquin, c'est de se dire est-ce qu'il y a une sorte de défiance un peu pour le FIBD en tant que tel, est-ce que le prix Les Fauves, c'est vraiment important? Est-ce qu'il y a vraiment on va dire, quelque chose de capital qui se met après sur les livres qui sont récompensés? Alors, je pense qu'il y a des éditeurs qui refusent d'envoyer parce qu'ils estiment que le festival n'est pas pour eux ou ils ont l'impression qu'ils ont été snobés et que donc si c'est comme ça ne sert à rien pour eux d'y participer. Donc, ça, c'est une chose, ça leur appartient. Moi, je pense que en tant que membre du comité de sélection, moi, j'ai jamais snobé les livres qui m'ont été proposés. Il y a des choses, quand ça arrive, effectivement, ça m'attire plus ou moins. Ça, c'est comme ça. Mais j'ai donné leur chance à tous les livres que j'ai reçus. J'ai essayé. Ça fait partie de mon job, je trouve, justement d'être ouvert comme ça. Ensuite, sur la pertinence, un peu l'importance des prix pour les bouquins, Alors, moi, j'ai tendance à trouver que les librairies dans lesquelles je vais ne mettent pas suffisamment en avant le palmarès du festival, mais il y avait une étude qui a été faite il y a 1 ou 2 ans sur la base de données GfK qui montrait qu'il y avait un impact fort sur certains livres. Alors, ça dépend. Moi-même, j'avais regardé ça. T'as l'impact qui est bon. Après, la question, c'est à quel moment du cycle de vie du livre ça se passe. C'est-à-dire que si c'est un livre qui est sorti juste avant Noël, qui a le prix à ce moment-là, tu as effectivement un impact fort. Si c'est un livre qui est sorti en début d'année, qui a déjà fait une bonne partie de ses ventes, l'impact est généralement un petit peu moins fort de manière.
Mais oui, on a vu. Alors l'impact pour moi, il est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que d'une part, il y a un impact pour l'éditeur quand tu as quelque chose qui se vend bien. Il y a parfois un impact sur un auteur, parce que ça va aussi encourager certains éditeurs à se repencher vers un auteur ou à de rééditer des trucs ou à le mettre en avant. Et ensuite, je pense qu'il y a un impact beaucoup plus large sur la manière dont les gens regardent la bande dessinée. Je pense notamment à Nonomba, qui est prix du meilleur album en 2007 de Shigeru Mizuki. Donc, c'est la première fois qu'il y a un manga qui est déterminé comme étant meilleur album. Et ça a un peu secoué les choses. Alors, je dis pas que ça a changé complètement les choses, mais brusquement, il y a quelque chose qui se passe et qui change un petit peu le regard. Voilà, donc moi je pense que ça a un impact, que de toute façon il y a un impact. Heureusement d'ailleurs, parce que Ça sera un peu triste de faire tout ce travail s'il n'y a pas de se faire conséquences. courir parfois comme ça sans que derrière il y ait un impact. Donc oui, il y a des enjeux et ils sont justifiés. Je pense. Après, c'est pas l'alpha et l'oméga, et en même temps, c'est là que ça revient un petit peu sur la question de certains ouvrages qui sont déjà très célébrés par ailleurs. Voilà, le but aussi d'un festival, je dis pas que c'est son but uniquement, mais si on peut mettre en avant des choses qui sont moins vues par ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise chose aussi. En fait, on s'oppose toujours, c'est toujours la question de Danny Boone qui se plaint que Les Ch'tis, qui a fait le plus d'entrées au cinéma de toute l'histoire, soit pas récompensé en plus au César. Ouais, j'ai envie de dire oui, mais tu as le capital culturel et le capital financier, pour reprendre Bourdieu, mais t'en as un, tu vas pas non plus vouloir piquer celui des autres sur l'autre, quoi. C'est déjà, t'es content, t'es déjà partout. Pourquoi est-ce qu'il te faut en plus cet aspect-là? Voilà. Pour ça, oui, il faut faire la balance entre le succès commercial et le succès critique, qui se mêlent pas forcément, alors que parfois ça peut se rejoindre. Tu vois, parfois on nous dit, là, il y a eu une étude qui a été faite sur le lectorat par le Centre national du livre, Oui. dans lequel il demandait la bande dessinée favorite des gens, et Astérix est revenu très, très, très haut. Bah, c'est Astérix, quand il y a un album qui sort, ça tire tout le marché de la BD vers le haut avec ses chiffres de vente. Donc, ce qui se passe en plus, c'est que le terrain c'est-à-dire le moment où l'enquête a été faite, où on a été interrogé les consommateurs, enfin les lecteurs, c'était juste après Noël. Et il y a eu Astérix, c'est la fille de Vercingétorix, qui était sortie juste avant Noël. Donc c'est clair que quand on va, juste après Noël, le Noël où il y a un Astérix qui est sorti, qui a vendu énormément, qui était partout. Moi j'ai pris le train à ce moment-là, dans toutes les gares, tu le voyais partout, c'était impossible de passer à côté. Forcément, quand on leur demande aux gens, allez, du tac au tac, cite-moi ta première BD qui te plaît, c'est Astérix qui sort. Est-ce que ça a un sens de mettre Astérix dans une sélection? Est-ce que ça a un sens de récompenser Astérix? Personnellement, j'aurais tendance à dire que pas forcément. Bon, après, en plus, et en plus, vis-à-vis de la qualité du truc, moi, voilà, c'est le fait que ça soit vendu à 1,6 million d'exemplaires n'est pas suffisant pour être dans une sélection. Et au contraire, si à un moment il y a un arbitrage à faire, je préfère prendre le truc qui a tiré 500 exemplaires et qui n'a pas eu beaucoup de pubs, mais que je trouve vraiment super, plutôt que de mettre un bouquin comme ça qui... voilà. Et à l'inverse, il y a le risque du coup de se faire traiter, de se faire taxer un petit peu d'élitisme dans la démarche. Après, on l'est toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, on revient sur cet aspect que les gens ont chacun leur prisme, tout en se disant non, mais moi je lis tout comme bande dessinée, lisent leurs 50 ou 100 bouquins par an et retrouvent pas leurs petits, ils disent ah là là, c'est élitiste. Non, parce que. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit une sélection élitiste. C'est une sélection qui est curieuse, qui va avoir plein de choses. Comme ça, j'aurais du mal à trouver dans cette sélection un bouquin qui soit particulièrement difficile d'accès. Voilà, c'est plus que parfois il y a peut-être un défaut de curiosité chez certains lecteurs d'aller tester des choses. Mais je pense l'un des grands prix, des prix des meilleurs albums qui auraient pu être élitistes, c'est Paysage après la bataille de Eric Lambé et Éric de Pierrepont chez Le Frémoc, qui est un bouquin qui parle de deuil,
et qui est pas très très bavard, mais qui est très accessible et qui voilà, il faut rentrer dedans. C'est vrai que le dessin est un petit peu inhabituel, mais il parle pas de trucs, c'est pas abscon, c'est peut-être moins abscon justement que un Black et Mortimer super référencé qui te fait revenir une 20e fois à Ulrich avec des références à plein de trucs et où il faut connaître le truc sur le bout des doigts pour comprendre exactement de quoi il s'agit. D'accord. Quel est pour toi le plus grand défi de la bande dessinée pour l'année qui arrive? J'imagine qu'ils sont multiples. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette crise aujourd'hui qui est plus une crise structurelle, hein. Ça touche pas la bande dessinée en elle-même. Enfin, c'est plus la production. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans la relation entre auteur et éditeur. C'est peut-être cassé depuis longtemps, mais que là, c'est au grand jour et que voilà, il y a quelque chose vraiment à régler. Et on l'a vu toute l'année dernière, notamment en 2019, lorsqu'il y avait encore des festivals où il y a eu des déclarations, notamment sur tout le travail des dédicaces. Il y a Jacques Léna qui dit ah, mais comment est-ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'il faut se faire rémunérer pour les dédicaces, vous faites ça par amour, pourquoi est-ce que vous le faites pas? Oui, enfin bon. Le fameux voilà. travail passion. Le travail passion qui ressort. Et je trouve très préoccupant dans dans une crise déclarée comme ça, d'avoir un grand éditeur qui ose sortir un argument comme ça. C'est-à-dire que je serais à la place des auteurs, je le prendrais pour une déclaration de guerre, hein. Ce qui, à mon sens, est le cas. C'est-à-dire, il y a un moment où tu te dois de réfléchir un petit peu à ce que tu dis, de prendre en compte ce qui se passe que en face, vivent aussi ce que vivent les auteurs. Les auteurs, ils te disent quelque chose. Et puis surtout, ce qu'il y a sur cette crise, ce qui est très marquant, ce que je trouve très très marquant, c'est qu'on pourrait penser que ce sont les auteurs de l'indépendant, des alternatives qui viennent se plaindre. Et en fait, non, tous les auteurs qui sont ligués, qui sont montés au créneau, sont des gens qui travaillent dans les grosses maisons d'édition. On a vu des gens qui venaient de chez Glénat, Le Lombard, etc. Enfin, tous ces gens-là, je n'ai pas de noms comme ça qui viennent, mais on n'a que des auteurs qui sont des auteurs en vue chez des grands éditeurs qui sont venus dire on a des problèmes. C'est pas les gens justement du travail passion qui ont un job toute l'année, qui font ça le soir sur un coin de table parce qu'ils ont envie d'eux. Ce sont les gens dont c'est le métier et qui disent voilà, on en a fait notre métier, on est censé avoir réussi par rapport aux critères que vous attendez, parce que nous, on a des albums, on a sorti des bouquins, on n'est pas juste le mec qui fait un album dans son coin et qui se plaint que ça se vende pas. Non, nous, on est dans les étals des bouquins, des supermarchés, et même avec ça, on n'arrive pas à vivre. Donc, il y a un problème. Alors que visiblement, on a des grands groupes qui se rachètent, qui font énormément d'argent. Comment est-ce que ça se fait? Il y a un problème sur le truc. Truc à terme, et pourtant on peut croire que vu qu'ils sont un peu dominants sur, enfin qu'ils sont, si tu veux, c'est le maillon fort de la chaîne, mais à terme les éditeurs, si ils changent pas de façon de faire, les auteurs vont arrêter de publier parce qu'ils auront plus juste les moyens de le faire. Est-ce qu'on va vers, alors toute proportion gardée, parce qu'on s'imagine bien qu'un système peut pas s'écrouler en une année, mais à terme, est-ce que c'est pas le risque principal, c'est pas même pour eux, c'est de se dire, surtout qu'on voit aussi des solutions alternatives qui se développent, donc des maisons d'édition qui se basent plus sur le crowdfunding, qui essaient de revoir les systèmes justement de rémunération des auteurs. Est-ce que vraiment sur du long terme, il n'y a pas un risque que tous ces grands groupes au final commencent à voir leurs artistes s'en aller? J'aimerais pouvoir être aussi optimiste. En fait, Non, mais il y a une réalité du système et le système a beaucoup de mal à s'effondrer si les gens s'y conforment. Ça, c'est certain aussi. Mais... Oui, puis le truc qu'il y a, c'est que... alors là, peut-être que c'est quelque chose qui est en train de changer avec une prise de conscience du groupe de la part des auteurs, mais les auteurs jusqu'à maintenant, la difficulté aussi, c'est que c'était un groupe non constitué, c'est-à-dire que ils se sont retrouvés... Alors aujourd'hui, ils se plaignent pas, ils montent pas mal au créneau en disant non, les sociétés de redistribution de droits, les sociétés de gestion de nos collectifs de droits ne sont pas nos représentants. Nous, on voudrait avoir des représentants de nous-mêmes vraiment pour pouvoir discuter. Ils ont la difficulté de ne pas avoir d'interlocuteur au ministère de la Culture, etc., alors que le SNE a porte ouverte. Oui, c'est un problème aussi. Et tu as ce problème donc de cohésion. Je pense notamment, tu vois, quand tu as Goscinny et Uderzo qui quittent Hachette pour créer la maison à Albert René pour éditer
Astérix pour eux-mêmes, mais tu as la même chose avec Midam qui est passé sur Mad Fabric, qui était aussi sa maison d'édition. Graton fait la même chose. Donc il y a ces auteurs qui ont une notoriété, qui créent une maison d'édition, et c'est une maison d'édition qui est entièrement dédiée à une marque. Et c'est-à-dire que c'est une maison d'édition qui va s'extraire de ce qui était jusque-là le modèle un petit peu vertueux, qui est que un éditeur, c'est quelqu'un qui prend des risques et qui, lorsqu'il a un hit avec un auteur, va partager une partie de la richesse avec l'auteur, mais qui va réinvestir derrière pour essayer de faire d'autres hits. Alors, c'est pas désintéressé, hein, le but c'est de faire d'autres hits, mais d'une certaine manière, ça réinvestit dans de la création et dans des nouveaux. Quand tu prends Albert René ou Graton, pas du tout ça. C'est un auteur qui a déjà sa notoriété et qui utilise cette notoriété uniquement pour s'engraisser soi-même. Je dis ça très, très crûment, volontairement. Mais ce qu'on voit, c'est que même ces maisons-là qui ont plus de risques, puisque la marque elle est établie, elle marche bien, au bout d'un moment, se rendent compte que l'aspect logistique, finalement, c'est compliqué à gérer et que c'est pas plus mal que de leur reconfier à nouveau à une grande boîte. Résultat, Albert René revient dans le giron de Hachette. Graton Édition s'est fait racheter par, je sais plus si c'est Dupuis ou d'Argo récemment, parce que c'est plus facile finalement de passer dans un gros groupe qui sait faire de la grosse logistique. Donc là, on a l'exemple typique d'auteurs qui pourraient se partir du système et finalement qui retrouvent leur intérêt. Et puis après, voilà, une maison d'édition. Moi, c'est amusant, ça me fait toujours penser à une étude qui avait été faite sur les grosses boîtes en disant, voilà, les grosses boîtes, si elles passaient à un test du FBI, elles seraient toutes des psychopathes. Parce qu'en fait, comme il n'y a aucune humanité dans une boîte, une grosse entreprise. Donc la gestion au fil du temps, elle n'est pas... si on peut remplacer un auteur par un autre, c'est pas grave. Hein. Il fera moins chier, il demandera moins, etc. Donc voilà, on a cet aspect-là. Moi, je suis pas super optimiste. Je pense qu'il y a des choses... j'espère qu'on trouvera une solution. Hein. J'espère qu'il y a des choses qui vont aller... mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas... ça encourage pas à être très optimiste. Okay. J'aimerais pas être auteur. Ok, bon, malgré tout, on va conclure cette émission sur cette touche en espérant que tu aies tort, du coup, voilà, pour essayer d'être un petit peu optimiste. Xavier, donc on peut continuer à te lire sur du neuf dans Atome, quelque chose d'autre dont tu veux nous partager? Éventuellement, il y a mon compte Twitter sur lequel de temps en temps je poste. Je suis pas un gros posteur, mais de temps en temps, il y a des réflexions sur le marché des études, des choses comme ça. Donc c'est X Gilbert pour ceux qui veulent me suivre. On mettra le lien dans la description du podcast. Voilà. Vous avez le profil, très bien. Écoute, je te remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. À celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos commentaires sur le sujet, sur tout ce que cela vous inspire. Je peux vous garantir que ce sujet-là continuera d'être largement discuté dans les prochains podcasts de First Print tout au long de l'année prochaine et au-delà. Merci encore d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager l'émission pour faire connaître le podcast et on se donne rendez-vous très bientôt. Salut.